Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube The Webdoc dédiée aux technologies web. Dans ce nouveau vidéo, dans notre série Créer un site de recrutement avec Symfony 5, nous allons lier notre projet à une base de données MySQL. Et nous allons créer aussi nos premières entités. Pour pouvoir communiquer avec la base de données depuis notre application, nous avons besoin de Doctrine, qui est un ensemble de librairies qui vont nous aider à gérer cette base de données. Donc, tout d'abord, nous allons commencer par installer le pack ORM. Comme d'habitude, Composer, rec pour require ORM. Ce pack va ajouter une librairie qui s'appelle Doctrine Debug, qui ajoute une couche d'abstraction à la base de données. Aussi, il va ajouter Doctrine ORM qui permettra de manipuler la base de données à travers des objets. Et il va installer Doctrine Migration qui va nous aider à gérer l'immigration de notre base de données. Une fois ORM est installé, Flex va ajouter un fichier de configuration dans le dossier config package et donc là nous avons Doctrine. Le paramètre le plus important dans ce fichier, c'est l'URL de la base de données. Il s'agit d'une chaîne de caractères qui contient les informations de connexion à la base de données. Cette variable-là, donc ce paramètre-là, sera stocké dans un fichier qui s'appelle .env dans notre projet ou configuré comme un paramètre système sur le serveur. Donc dans ce paramètre-là, si je vais sur le fichier .env, Symfony Flex a modifié le fichier pour ajouter ce paramètre-là. Donc vous pouvez voir, il y a le driver qui correspond au moteur de base de données que nous allons utiliser. Dans notre cas, c'est MySQL. Par exemple, si vous travaillez avec PostgreSQL, vous allez indiquer le paramètre, le driver PostgreSQL. Pour SQLite, voilà, ici, on définit quel driver on va utiliser et en général, ce driver-là a une relation avec l'extension PHP que vous avez installé. Car pour pouvoir communiquer, donc Doctrine arrive à communiquer, il va utiliser des extensions PHP pour communiquer avec la base de données désirée. Nous avons le user, le mot de passe, l'URL et le port, ainsi que le nom de la base de données que nous allons donc utiliser. Ce fichier-là env contient les paramètres de notre projet. Et donc, c'est très efficace car au lieu d'ajouter directement un paramètre dans le code PHP qui risque d'être modifié en fonction de l'environnement sur lequel on travaille, ça sera plus pratique donc de configurer ces variables-là et définir ces paramètres-là en dehors de notre projet. En fait, le fichier .env sera utilisé pour tous les environnements. Par défaut, nous avons 3 environnements sur Symfony. Dev, de développement, prod lorsqu'on est en prod, et test. Les changements, donc sur quel environnement nous fonctionnons en travail, se fait à travers la variable app.env. Si vous modifiez dev par prod, ça veut dire que vous êtes en prod et Symfony va automatiquement chercher les fichiers
de configuration qui correspond à votre environnement. Il y a directement dans Package, si le fichier de configuration est sous Package directement, ça veut dire que ces fichiers-là sont partagés avec avec tous les environnements. Si vous avez un fichier dans un dossier qui correspond à un environnement, ça veut dire qu'il y a une configuration spéciale pour cet environnement-là. Par exemple, dans le cas de Web Profiler, il n'est installé que en mode dev, donc on va trouver, en mode dev, mais aussi en test, on va le trouver seulement dans dev et test et pas ni en global, ni dans le dossier prod. La différence aussi sur Doctrine, par exemple Monologue, qui log nos fichiers, il crée nos fichiers de log. Là, il n'est pas le même qu'en développement. Pareil pour Doctrine. Donc ça, c'est un vue global sur les environnements en Symfony. Donc nous avons 3 environnements et la configuration change en fonction de l'environnement. Dans le cas de notre cas, donc là, nous sommes sur un app inf égale à dev. Il va charger la configuration en relation avec dev. Je peux créer d'autres fichiers .env en fonction de l'environnement. Par exemple, .env.prod. .env.prod, c'est pour la production, ou .env.local, ça veut dire que ce fichier-là sera seulement utilisé sur ma locale, donc en mode développement. Je peux jouer sur, par exemple, .env.dev, .env.prod.local. Ça veut dire que je vais tester mon projet en environnement prod, mais sur ma machine locale. Et donc, dans ce cas-là, je vais modifier un peu la configuration, par exemple pour la base de données, où je n'envoie pas les emails, seulement je les garde, Profiler les trace dans un spool à part. Et donc, comme ça, je peux jouer sur la configuration et ça me facilite vraiment le travail. Ce que nous allons faire, on va indiquer maintenant les informations de connexion à notre base de données. Mais je ne veux pas que ce paramètre-là soit utilisé par d'autres environnements. En plus de ça, ce fichier-là, .env, va être pushé sur GitHub, donc elle ne doit pas contenir des informations sensibles. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau fichier .env.local pour dire que ça sera seulement réservé à ma machine locale, et dedans je vais ajouter la même ligne, celle-là, et je vais modifier les informations pour pointer à une base de données que j'ai en local. Donc je mets mes informations, le user et son password, c'est standard, j'ai pas modifié. Je vais appeler ma base Jobit DB. Je l'appelle comme je veux. Moi, j'ai une nomenclature. J'ajoute le nom de projet et Teriba puis DB pour indiquer que c'est la base de données. Donc là, le système de Symfony va charger .env. Il récupère tous les paramètres. Par la suite, il charge .env dans .local et remplace les paramètres, donc le paramètre database URL, par ce que j'ai indiqué dans ce fichier-là. Donc maintenant, donc là, on a configuré notre base de données. Nous allons créer notre première entité qu'on va l'appeler job, qui représente une offre
d'emploi, elle sera composée d'un titre ou en anglais title, une description qui est un texte, une liste de tags, un tableau, une date de création et une date d'expiration. On va ajouter un flag pour dire publié ou pas, published ou pas, et on va ajouter location qui correspond à l'adresse de travail. Dans le vidéo précédent, nous avons installé un maker qui nous permet facilement de générer des classes dans Symfony. On va l'utiliser pour générer notre entité. La commande est simple, bin console make entity, et je mets le nom de mon entité, là je vais l'appeler job. Il me demande d'ajouter la première propriété, donc le premier attribut de notre classe. J'ajoute title. Il me demande quel est le type. Donc je vais mettre une chaîne de caractères. Je vais dire que la longueur de ma chaîne c'est 255 caractères. Il me demande est-ce que il peut être nul dans la base de données, oui ou non. Je vais dire non, car je veux qu'il soit renseigné. Donc nous avons ajouté notre attribut title. J'ajoute la description qui est de type texte, ou si il n'est pas nul. On ajoute aussi salary qui correspond au salaire. C'est un integer, un entier, n'est pas nul aussi. Nous avons tags qui est un tableau. Lorsqu'il vous affiche entre deux accolades une valeur, ça veut dire que c'est la valeur par défaut. Donc si je saisis rien et j'appuie sur entrée, il va prendre no comme valeur par défaut. J'ajoute created at. Là, Symfony me propose, le maker plutôt me propose par défaut datetime. Il a un peu d'intelligence. Donc je vais dire oui, c'est un datetime. Et là, il sera nul, non. Je vais ajouter expire at. Celui-là, il me propose que aussi datetime. Je vais dire que non, c'est une date. Pas nul aussi. Et là, nous allons aussi ajouter une flag is published qui correspondra, c'est un booléen, il me propose booléen, je lui dis oui, il n'est pas nul en base. J'ajoute location, que sera une chaîne de caractères avec longueur 25, non, c'est pas nul. Donc là, on a finalisé l'ajout de nos attributs. On va rien ajouter, donc on fait un retour vide. Et comme ça, il nous a dit success, il a créé bien notre entité. Notre entité, si nous allons, il l'a créé dans le dossier src entity. Là, on trouve job. C'est un simple classe PHP. Elle contient job, l'entité, et une classe dans le dossier repository qui s'appelle job repository. En fait, l'entité, c'est un élément qui représente une seule ligne dans notre base de données, dans notre table. Job contiendra, le repository, contiendra les méthodes et les fonctions que seront appliquées sur la table elle-même. Donc, si par exemple je vais chercher principalement, donc récupérer la liste des jobs, une requête select avec des conditions oui ou non, et donc
Toutes ces requêtes-là sont gérées dans le repository à travers des bacs qu'on a installés avec le pack ORM. Il vient avec des méthodes prédéfinies. Find all pour récupérer tout. Il y en a find qui prend en paramètre un ID pour faire un select where ID égale le paramètre qu'on a spécifié et la valeur. Find one by pour faire une recherche par un ou plusieurs autres champs. Par exemple, je peux chercher par salaire ou publier ou pas. Donc, j'utilise find one by ou find by. One by retourne un seul élément. Find by retourne plusieurs éléments. Donc, une entité, c'est comme j'ai dit, une classe PHP standard qui correspond à une seule ligne dans ma table job. Le lien entre mon entité et donc la table dans la base de données, c'est à travers doctrine et les annotations. Donc, nous utilisons le mapping, donc une annotation qui s'appelle ORM. Lorsque j'ajoute ça à l'entête d'une entité, d'une classe PHP ORM entité, ça veut dire que ça, il va créer un lien entre cette entité-là et ma base de données. Et donc, tout sera géré à travers les metadata indiqués dans les annotations. Là, sur l'entité, donc, ça va correspondre à toute la base. Nous avons ORM column qui correspond à chaque colonne de notre table. Pour le cas d'ID, nous avons indiqué ID, donc pour dire que ceci est un clé primaire, que sa valeur sera générée d'une façon automatique. Donc voilà, sur les colonnes, on indique le type de la colonne, la longueur dans le cas de chaîne de caractères, et voilà. Ça, maintenant, le lien est fait entre notre classe PHP et la base de données à travers les annotations. Nous allons ajouter aussi une nouvelle entité qui s'appelle catégorie, car chaque offre d'emploi appartient à une catégorie. Donc, on va utiliser pareil notre commande make entity et on va dire catégorie. Sur catégorie, nous avons seulement un champ qui s'appelle title. Donc, title est de type string, mettra 255. Voilà, ça a été créé. Pareil comme pour job, il a créé le repository, il a clé dans le dossier entité. Maintenant, il faut lier nos entités, donc nos deux entités catégorie et job, car un job, donc, appartient à une catégorie, donc une catégorie peut avoir 0, 1 ou plusieurs jobs. Donc, on va créer ce qu'on appelle une relation one-to-many, un à plusieurs. Et nous allons utiliser la même commande de make pour modifier l'entité job pour ajouter la relation. Donc, je vais juste mettre job. Puisque l'entité est déjà créée, il va nous permettre d'ajouter des nouveaux attributs. On va appeler notre attribut catégorie. Là, il m'affiche quel sera le type de ce champ. Il ne peut pas être une chaîne de caractères, une string. Pour voir tous les types possibles d'un champ, on met un point d'interrogation. Et donc, pour
lorsqu'on met un point d'intégration, on va voir, il nous affiche la liste de tous les types de champs que nous pouvons ajouter à notre entité. Donc là, nous avons tous les champs. Il y en a les relations. Nous avons le many-to-one, plusieurs à un. C'est notre cas. On a plusieurs jobs qui correspondent à une seule catégorie. Il y en a one-to-many qui part d'un seul élément à plusieurs. C'est le cas de catégorie. En général, many-to-one et one-to-many sont utilisés en même temps. Une relation, ça s'appelle bidirectionnelle. Donc, on part de plusieurs vers un seul, et ou on part dans l'autre sens d'un seul vers plusieurs. Donc, many to one, one to many. Il y en a many to many lorsque j'ai plusieurs offres de projets, par exemple, qui ont plusieurs tags, par exemple. Dans notre cas, on fait tag comme il s'agit d'un tableau, mais on a pu la déclarer comme entité si on veut sauvegarder des tags séparément dans une table à part. Et donc, comme vous voyez ici, on peut faire many to many ou one to one si un seul objet a une seule correspondance d'un autre objet. Donc, maintenant, nous allons dire c'est many to one. Là, il me dit ma relation est attachée à quelle entité. Je vais lui dire que c'était catégorie. Il y a l'autocomplete, ça facilite bien le développement. Là, il me dit est-ce que catégorie peut avoir une valeur nulle. Donc, est-ce que je peux ne pas avoir une catégorie? Dans notre cas, non. Mais dans d'autres cas, on peut y avoir. Mais là, on va dire que obligatoirement, une entité job a une catégorie. Donc, je vais dire non. Il me dit, est-ce que tu veux faire, donc ajouter, est-ce que tu veux modifier ou ajouter des jobs à partir d'une catégorie. Donc, c'est l'inverse. Au lieu dans un offre d'emploi, je choisis catégorie, je vais plutôt dans la table catégorie, à partir de l'entité catégorie, ajouter ou modifier des nouveaux jobs. Moi, je ne veux pas cette relation, je garde seulement comment dire, la relation dans un seul sens de job vers catégorie. Je vais dire non. Bon, peut-être qu'on a dû ajouter ça, mais pas de problème. Là, c'est bon. On ne va pas ajouter d'autres. Oui. Fallait faire oui, comme ça on aura à avoir la relation bidirectionnelle. C'est pas un problème. Nous avons maintenant créé notre si on retourne sur notre entité, vous voyez, il a créé la relation many to one. Si je vais dans catégorie, je trouve seulement title. Je peux manuellement ajouter un champ. Je peux le faire manuellement ou comme je vous ai montré à travers make, je vais modifier catégorie, ajouter jobs qui sera un one to many et là je vais dire que ça sera la classe job. Donc est-ce que là il me demande si je vais accéder à un autre donc est-ce qu'il me demande est-ce que je peux accéder à notre catégorie à partir du job. Il me demande si je veux
je vais faire ça. Donc, je dois dans ce cas indiquer le nom de l'attribut qui va correspondre à ma catégorie, mais nous l'avons créé. Donc là, Maker va créer, n'arrivera pas à modifier l'ancien attribut qui était créé. Le seul choix que j'ai, c'est de ajouter ça, modifier ça manuellement, mais je peux aussi changer le nom pour par exemple indiquer que un autre champ. Je vais mettre catégorie de 2. Pourquoi je vais vous montrer mettre ça et par la suite je vais l'enlever, mais juste pour vous montrer les méthodes qui seront automatiquement générées dans le cas des relations. Donc, non, ok. Là, il pose une question. Est-ce que vous voulez que que automatiquement les objets orphelins sera supprimés? Ça veut dire quoi un objet orphelin? Lorsqu'on supprime une catégorie, normalement, elle n'existe pas. Donc, automatiquement, l'ID, le catégorie ID dans la table job sera mis à nul. Et là, on obtient des objets orphelins. Donc là, on peut dire que automatiquement, on peut les garder ou on peut les supprimer de notre base de données car on ne veut pas qu'un offre d'emploi existe sans être attaché à une catégorie. Dans le cas, oui, on va dire qu'on va supprimer les objets orphelins. On a terminé cette modification-là. Si je reviens sur catégorie, parce que comme vous pouvez voir, il a ajouté notre relation. Et là, la première chose, là, le mapped by. Le mapped by, ça crée que ce champ, cette relation part dans une direction vers l'entité job et que la catégorie sera identifiée, sera stockée dans catégorie 2. Si on va sur job, on voit ce qu'on a créé, la relation unidirectionnelle, donc dans un seul sens qui part de job vers catégorie, on a seulement le target entity. Par contre, lorsqu'on a créé une relation bidirectionnelle qui part de entity vers job et de l'autre sens, de job par catégorie et dans l'autre sens de catégorie vers job, nous avons créé une relation bidirectionnelle et là, il a ajouté le paramètre inversed by jobs pour dire que dans l'entité catégorie, l'attribut jobs contiendra les jobs qui correspondent à la catégorie. Ici, il va dire que dans la table, dans l'entité job, le champ catégorie 2 contiendra la catégorie de chaque job. Donc, on peut partir dans deux sens. Contrairement à la première relation, on peut partir seulement dans un seul sens. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ce que j'ai créé en premier, modifier catégorie 2 pour qu'elle soit catégorie 1, pour que je garde seulement une relation bidirectionnelle. Je vais faire une modification car Maker génère les getters et setters pour ces paramètres-là. Et puisque j'ai plus catégorie 2, j'enlève ces getters et setters. Revenons sur catégorie. Là, la modification que j'ai plus le champ mapped by catégorie 2, mais j'ai mapped by catégorie. Donc là, j'ai transformé une relation unidirectionnelle à une relation bidirectionnelle. Là, je vous montre un truc que dans le cas de relation, qu'est-ce que Maker a ajouté?
que nos jobs sera de type array collection, seulement un tableau, une collection, donc un tableau initialisé à vide, par la suite sera rempli par nos objets. Et il a ajouté getJobs pour retourner notre jobs, nos objets de type job, et ajouter deux méthodes. Il n'a pas ajouté le setter, mais ajouté addJob pour ajouter un seul objet à notre collection de jobs. Là, la seule différence, il faut juste enlever, puisqu'on a supprimé set et get de catégorie 2, donc je modifie là. Et je fais pareil, au moment de remove job, je mettrai donc ça. Cette méthode-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va, lorsque nous allons ajouter un nouveau job à notre catégorie, il va dire que voilà, prends dans ton job, ta relation, ta catégorie sera l'objet actuel. Donc là, nous avons créé nos deux entités. Maintenant, on va créer les tables. On va utiliser un bundle qui s'appelle Doctrine Migration, qui est installé avec le pack ORM. Cet outil va générer une classe PHP de migration. Il contient des changements que nous allons faire pour modifier notre base de données pour devenir à l'image donc des changements que nous avons effectués. Tout d'abord, nous n'avons pas encore créé notre base de données. Dans ce cas-là, seulement nous avons configuré dans les variables d'environnement notre URL vers la base de données, mais la base de données réellement n'est pas créée. Et donc, si je veux la créer, surtout en mode développement, pour la première fois, je peux utiliser une commande Symfony de console. Ce sera bin console doctrine database create. Cette commande va me créer ma base de données. Et là, il me dit create database, ça a été créé. Cette commande-là, on l'utilise une seule fois à l'initialisation de projet en développement. En production, vous devez pas, et je déconseille fortement son utilisation, créer votre base de données et pour les hébergements mutualisés, vous récupérez déjà une base de données qui est déjà créée, donc vous n'avez pas besoin de ça. Maintenant, notre base de données est vide. Nous allons créer une classe migration qui va contenir le code nécessaire pour créer les deux tables qui correspondent à nos entités. Ceci sera à travers la commande bin console. On peut faire make migration. Et là, il a créé une nouvelle classe sous migrations et voilà son nom. Si je vais sur mon éditeur, migration, voilà la classe. Comme vous voyez ici, et la classe générée contient trois méthodes. Donc trois méthodes déjà donc générées. La première get description, celle-là, elle va retourner une chaîne de caractères que nous pouvons le modifier pour dire créer par exemple table, job et catégorie. Elle contient la méthode app. Cette méthode-là, ça sera utilisé pour donc créer les tables et donc faire la modification sur notre base de données. Le méthode down, c'est faire l'inverse de app.
on l'utilise lorsqu'on veut faire un rollback et retourner à l'état ancien de notre base de données. Maintenant, il ne reste que de mettre à jour notre base de données. Nous pouvons donc utiliser la commande qu'il a proposée ici. Il me demande est-ce que je suis sûr que je veux changer la structure de ma base de données. C'est une confirmation car quelquefois lorsqu'on supprime des attributs des entités ou on modifie les relations, il y a le risque que nous perdons des données et donc il doit s'assurer. On va lui dire yes et voilà. Il a exécuté une seule classe de migration qui contient 3 requêtes SQL. Si moi j'ai PHP MyAdmin, vous pouvez donc l'utiliser donc voilà, et je vais sur ma base de données, je BitJob, comme vous voyez, il a créé la table catégorie qui contiendra nos catégories, il contient la table job avec tous nos attributs. Et là, il y a une autre table qui a été ajoutée par Doctrine Migration qui contient les migrations qui ont été appliquées et la date d'exécution. C'est pour cela, au moment de migration, si vous déployez votre projet sur la production, il va regarder dans cette table-là les migrations qui ont été exécutées et exécuter ceux qui n'ont pas encore été appliqués. Nous avons terminé pour aujourd'hui. Donc nous avons lié notre projet à une base de données MySQL et nous avons ajouté 2 premiers entités qui sont job et catégorie. Et nous avons donc vu un peu comment les scripts de migration fonctionnent. J'espère que ça a été clair pour vous. Si vous avez des questions ou des remarques, laissez-moi des commentaires en bas de la vidéo. N'oubliez pas aussi de s'abonner à notre chaîne, le petit bouton rouge à droite de vidéo en bas, ainsi que Twitter et Facebook. Vous pouvez nous suivre pour être notifié de l'avancement de notre série. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.